Alors maintenant, je suis prête à céder la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Au nom du Parti québécois, et comme le veut la tradition, je ferai cette intervention sans note, comme c'est maintenant une tradition. Madame la Présidente, ce matin, le leader du gouvernement s'est amendé d'avoir présumé que le projet de loi 96 était déjà adopté. Tant mieux, parce qu'il n'est pas adopté encore. Il y a des débats à faire. Il faut présumer de rien. En 1977, on a présumé de rien. Alors, merci de s'être amendé, mais j'aurais aimé qu'il le fasse également. Pour ce qui s'est passé hier, le leader du gouvernement a proposé une motion pour rendre hommage au grand Camille Lorrain et a confisqué le droit de sa famille politique de pouvoir lui rendre hommage, ne serait-ce que 2 minutes. C'est inacceptable et ça nous a beaucoup blessés. J'en ai parlé au ministre, ça ne l'a pas ému outre mesure, il riait. Je trouvais ça intéressant d'un point de vue tactique. Ça nous a blessés. Cette appropriation politique, parce que c'en est une, elle doit reposer sur les œuvres, pas sur les intentions. J'entends dans cette Chambre depuis tout à l'heure des évocations fréquentes à l'égard de Camille Lorrain et de Gérald Godin. Et j'aimerais parler de ces deux hommes, parce que je les ai connus tous les deux. Gérald Godin a fait de l'indépendance du Québec le moteur de sa vie politique, de 1968 à sa mort en 1998, à la veille d'une campagne électorale. Gérald Godin, emprisonné pendant la crise d'octobre, a battu Robert Bourassa dans le comté de Mercier en 1976. Il aurait été un militant exemplaire du Parti québécois, il aurait été un ministre inspirant, il aurait été indépendantiste toute sa vie. Des gens qui avaient tellement de convictions qu'ils ont, parfois, c'est le cas de Lorrain, démissionné au nom d'un idéal. Je veux dire en cette Chambre de mon siège, et j'espère que le ministre m'entendra et ses collègues également, occulter le fait que le combat pour la langue de Camille Lorrain s'inscrivait dans la quête d'indépendance du Québec et que c'est fait dans un parti politique qui avait suffisamment de courage pour aller de l'avant, c'est tronquer l'histoire. Cette appropriation politique n'est pas à la hauteur de l'homme. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça fait plusieurs fois que ça arrive, qu'on nous tient à l'écart, qu'on ne veut pas qu'on intervienne, qu'on ne participe pas aux événements pour Camille Lorrain. Sa famille politique, j'en suis. Et ça m'a heurté. Mais de toute façon, il ne suffit pas de s'auto-proclamer comme étant quelqu'un qui a fait quelque chose d'historique pour que ça arrive. Les œuvres parlent. Alors, Camille Lorrain a toujours associé son combat pour la langue à l'indépendance du Québec, n'en déplaise aux députés de Bordure. Quant à Gérald Godin, alors là, quand Gérald Godin militait pour le oui en 1980 avec Camille Lorrain, c'était pour vrai au Parti québécois. Quand j'entends la députée de Mercier dire Camille Lorrain et Gérald Godin n'appartiennent à aucune formation politique, ça aussi, c'est de l'appropriation politique. Et j'ai envie de lui répondre que pendant que ces deux-là militaient pour le oui en 1980, la fondatrice de Québec solidaire militait pour les marxistes-léninistes au nom de la révolution prolétarienne pan-canadienne pour le non. Alors, qu'elle évoque quand elle voudra, la fondatrice de Québec solidaire, jamais moi je le ferai. Mais de dire une telle chose de Gérald Godin et d'aller encore plus loin avec cette habitude détestable de dire qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, non, Madame la Présidente. Bleu et blanc avec des fleurs de lys, fond azuré, nous rappelle des origines françaises, bien sûr, auxquelles s'ajoutent des origines britanniques, irlandaises, écossaises, et évidemment les Premières Nations qui étaient là avant nous, mais avec qui on partage le territoire. Et se sont ajoutés des gens de partout dans le monde qui participent à l'expérience québécoise, à l'aventure québécoise. Et ce sont des Québécois. Celui qui réside sur le territoire du Québec est un Québécois. Celui qui veut être Québécois est un Québécois. Il y a une exigence particulière. Si on laisse aller le libre cours, le Québec s'anglicise inexorablement. N'eût été de la loi 101. Quel serait le visage du Québec aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entendrait dans les cours d'école, dans les palais de justice, dans les places d'affaires? Heureusement qu'une formation politique courageuse, avec un homme courageux,
qui a convaincu son premier ministre d'adopter une loi qui est un véritable électrochoc. Les nouveaux arrivants du Québec apprendront le français au primaire et au secondaire. Et ça sera la langue d'accueil, ça sera la seule langue commune, ça sera la langue qui nous permet de relever la tête et de dire « nous existons ». Après ce miracle de 400 ans, nous parlons toujours français. Mais là où ça compte, à l'Assemblée nationale, dans les affaires, dans les contrats, dans la culture, dans le rayonnement, dans notre télévision, dans notre radio, dans notre musique, dans notre cœur, tel un étendard. C'est pas rien, ça, Madame la Présidente. Mais on sait, plus qu'ailleurs, que le vent souffle fort ici. Et que bien que certains nous considèrent comme une majorité au Québec, nous savons très bien que l'ensemble est beaucoup plus grand. Les francophones en Amérique, c'est une minorité. La seule langue qui est menacée dans ce pays, Madame la Présidente, dans ce pays qui n'est pas le mien, c'est le français, c'est pas l'anglais. Je ne crains pas pour l'avenir de l'anglais. Et je ne crains pas pour les anglophones du Québec, la minorité la plus choyée en Amérique. Je le dis de mon siège. Madame la Présidente, cette exigence mérite qu'on pose des gestes pour. Et des gens courageux, au début des années 60, inspirés par des nationalistes, inspirés par notre survivance, inspirés par des visionnaires également, ont créé des formations politiques qui allaient faire d'un véritable nationalisme et du français l'essentiel de leur combat politique, avec un prix à payer au plan professionnel, au plan des réputations, au plan familial. Ils étaient dans la marginalité. Ils étaient une poignée, les d'Allemagne, les Chaput, les Bourgault, inspirés de Groux et de d'autres, inspirés de René Chaloux, à s'engager à créer un pays, le pays du Québec, et à avoir en parallèle ce combat fascinant pour la langue. Et ce travail qui a commencé dans la marginalité s'est structuré. Et les différentes formations politiques au Québec, que ce soit le Rassemblement pour l'indépendance nationale, où ma famille était très fortement impliquée, le RIN, ensuite le Mouvement Souveraineté Association, le Ralliement national, puis le Parti québécois, avec l'arrivée de René Lévesque, allait donner ses lettres de noblesse à une formation politique qui se fait élire en 1970 pour la première fois, avec une orientation très claire. Nous, c'est le français. Et on ne va pas se contenter de demi-mesures. Lorsque le gouvernement Bourassa, pressurisé de partout, arrive avec le Bill 22, les libéraux disent aux péquistes, « Écoutez, il faut voter avec nous, c'est quand même une avancée. » Bien, les 7 premiers députés n'ont pas voté en faveur, parce que c'était pas assez, c'était pas à la hauteur de l'exigence. Quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, et lui, ça a toujours été dans ce programme, c'est pas une vocation tardive pour nous, le français. C'est pas un élément de positionnement politique. C'est pas un focus group. C'est pas une firme de communication qui nous a dit « si vous parlez de ça, c'est bon dans certaines régions du Québec et dans certains segments de l'électorat, comme ça existe présentement dans une formation politique. » Et j'en sais quelque chose. C'est une conviction sincère. Des gens qui ont plus d'ambition pour leur pays que pour eux-mêmes. Je m'identifie à ce camp, Madame la Présidente. Et c'est pour ça que je suis encore là. Que je parle d'ici ou derrière la salle, ou d'ailleurs, j'ai toujours le même discours. Moi aussi, j'ai une ambition beaucoup plus grande pour mon peuple que pour moi-même. Mais manifestement, mes concitoyens me disent « continuez. Continuez, Monsieur le député de Matapédia, et je vais continuer. » Alors, la loi 101 est adoptée, malgré une opposition très forte. L'opposition de l'époque, l'opposition libérale, va voter contre la loi 101 et va tenir à l'égard du Dr Lorrain des propos très durs. Et des années plus tard, j'ai entendu des représentants, des représentantes du Parti libéral du Québec dire « cette loi était nécessaire ». Et je les remercie pour ça. Et j'ai eu l'occasion de le saluer. Alors maintenant, tout le monde se réclame de la loi 101. Personne ne donne le mérite au Parti québécois, mais on se réclame de la loi 101. Tout le monde donne le mérite au CPE. Personne ne dit que c'est du Parti québécois. Vous voyez comment ça fonctionne, cette récupération politique à la carte. Mais on est toujours les mêmes, Madame la Présidente. Des origines de notre formation politique jusqu'à aujourd'hui, de la loi 101 en passant par la loi 14, qui aurait bien pu passer, n'eût été du refus
de la CAQ de l'époque qui disait « c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop intervenir pour la langue. Ça va faire fuir les capitaux. » Nous, c'est pas pour ça qu'on fait de la politique. C'est pas pour ça qu'on a créé ça. Les deux personnes qui ont créé cette formation politique, c'était pas un des thèmes dominants, disons, au départ. C'est arrivé plus tardivement. Alors là, on nous dit, d'accord, on va arriver avec une moussure et on va le qualifier nous-mêmes d'un plan costaud. Combien de fois j'ai entendu ça, un plan costaud? Moi, dans le domaine universitaire, on m'a toujours appris d'avoir des critiques de ce qu'on appelle un dissert indépendant. Ça vaut mieux que de s'auto-proclamer. Le ministre a dit ça va être costaud. On n'avait rien vu, ça va être costaud. Il a mis la barre haute. J'espère bien. Ils ont dit non à la loi 14. Puis on a des nouvelles données aujourd'hui qui nous démontrent, par exemple, qu'à Montréal et à Laval, la langue d'accueil, ça se passe en anglais dans bien des cas. Cette motion du « bonjour aïe » que j'ai écrite il y a quelques années, qui a fait scandale, mais qui était nécessaire, c'était pour démontrer que le visage de Montréal, dans les places d'affaires, ça se passe en anglais. Bonjour aïe, puis des fois, c'est seulement aïe. Puis des fois, ils entendent le bonjour, mais ils répondent par le aïe. Je ne suis pas le seul que ça a ébranlé. Le ministre responsable de la langue était même prêt, et tenez-vous bien, à légiférer pour empêcher qu'on dise bonjour aïe. Bon, ça a quand même duré quelques heures jusqu'à temps que le premier ministre lui dise « ça n'arrivera pas ». J'ai l'impression que ce n'est pas la seule fois où le ministre s'est fait dire « ça n'arrivera pas ». Vous êtes habité légitimement d'une volonté de bien faire les choses. Au nombre de fois que vous citez Camille Lorrain, que vous vous référez à son ouvrage, que vous, presque par extenso, vous vous considérez comme un membre de la famille, il faut que ce soit à la hauteur de l'homme. On ne peut pas faire parler les morts. Mais les gens qui l'ont côtoyé nous ont parlé. Alors, lors de la commission, on a entendu plein de monde. Des mathématiciens, des démographes, des spécialistes au plan linguistique, des gens qui ne sont pas alignés sur aucune formation politique. Et là arrive un homme qui, de sa seule présence, impressionne tout le monde, nous tétanise un peu, nous intimide. Cet homme, du haut de ses 97 ans, de son incroyable contribution au Québec, comme sociologue, s'appelle Guy Rocher. Et Guy Rocher s'approche vers nous et s'assoit, souriant. Et c'est pas arrivé souvent, Madame la Présidente, en 15 ans, où je tremblais. Je savais à qui j'avais affaire. Guy Rocher, qui était aux États généraux sur l'éducation, qui a coécrit la loi 101 avec le docteur Lorrain, nous dit « Si c'était à refaire, et je ne pourrais pas le refaire à l'âge que j'ai, faites-le, j'aurais inclus les collèges. » J'aurais inclus les collèges. Cette recommandation revient systématiquement de tous les experts indépendants qui sont venus nous voir. Si vous êtes sérieux en matière linguistique, vous posez les gestes qui comptent. Alors, tout le monde a rendu hommage à Guy Rocher. Personne ne suit ses enseignements. La seule formation politique qui, courageusement, propose d'assujettir les collèges à la loi 101, c'est le Parti québécois. Pas parce que c'est une mesure populaire, parce que c'est une mesure nécessaire. La nécessité est parfois impopulaire. La facilité est parfois populaire, mais éphémère. Les gestes qu'on pose, ils sont pour l'avenir. Tous les chiffres nous démontrent que le français recule, que les nouveaux arrivants dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui passent par le primaire et par le secondaire, qui se socialisent en français, qui apprennent le français, qui vivent en français, à tout le moins à l'école. Au cégep, ils arrivent mineurs. C'est le libre choix. Et là, il y a un transfert linguistique massif qui se fait vers l'anglais. À un âge où on choisit sa profession, sa formation d'abord, sa profession, ses amis. On entre en couple, on choisit l'endroit où on va travailler, où on noue des relations qui vont durer pour toute une vie. Au Collège Dawson, uniquement, le plus grand cégep au Québec, il n'y a pas un cégep francophone qui peut se revendiquer d'avoir autant d'étudiants, certainement pas le cégep de Matane avec 650 étudiants. Mais tenez-vous bien, Madame la Présidente, 41 de l'effectif étudiant, c'est les allophones. Il y a plus d'étudiants allophones au Collège Dawson présentement que d'ayants droit. Donc, nous acceptons collectivement que les nouveaux arrivants
passe par le primaire, le secondaire, puis au cégep, allez en anglais. Allez-y. Je ne parle pas de l'université. D'ailleurs, l'université, ça fera l'objet d'un grand débat ici sur son indépendance. Dans une autre vie, j'étais vice-président de la Fédération étudiante universitaire du Québec. J'aurais beaucoup à dire, ce n'est pas moi qui est sur ce projet de loi. L'université, c'est une institution totalement indépendante de l'État. Les collèges, c'est autre chose. Les collèges, c'est un réseau qui n'est pas indépendant, qui relève du gouvernement du Québec. On peut faire ce choix-là, mais tous les indicateurs qu'on a nous montrent que le transfert linguistique vers l'anglais, c'est une des plus grandes menaces à l'avenir du français. Alors, le gouvernement, quelle est sa réponse? C'est un secret de polichinelle que le ministre est en accord avec cette mesure. Mais c'est aussi un secret de polichinelle qu'il est isolé dans sa formation politique. Des journalistes sérieux de l'aile parlementaire de Radio-Canada ont écrit un texte juste avant Noël nous parlant de discussion. Le terme, c'était discorde dans le titre, sur est-ce qu'on devrait aller jusque-là ou pas. Puis il y avait deux clans. Mais là, on sait quel clan a gagné, quel est le clan dominant. On dit que le clan des nationalistes, le clan des fédéralistes. Devinez qui a gagné, Mme la Présidente. Alors, on n'ira pas plus loin. C'est pas nécessaire. C'est le bon degré de nationalisme. C'est ce que j'appelle parfois le nationalisme de vitrine, le nationalisme homéopathique, le nationalisme d'opérette. Les œuvres parlent. Qu'est-ce qui va rester de cette loi-là? Alors, cégep en français, 31 syndicats d'enseignants de collèges de partout au Québec, dont le Collège de Saint-Hyacinthe, et combien d'autres qui se trouvent dans les circonscriptions de députés de la CAQ, cégep Marie-Victorin, Édouard Mont... Je peux tous les nommer, je les connais. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Votez en faveur de ça. Les professeurs de cégep se rangent derrière la proposition du Parti québécois. Ils nous disent, faites-le. Et on est dans le camp de Guy Rocher, puis on est dans le camp de Christian Dufour, puis on est dans le camp de Marc Termotte, et on est dans le camp de Charles Castonguay, et de combien d'autres qui sont venus nous dire, mais c'est une évidence. On n'avait pas les chiffres, mais là, le transfert linguistique est trop important. L'autre élément important, l'immigration. On en a beaucoup parlé depuis lundi. On ne contrôle pas l'immigration. Le ministre de l'Emploi et, je ne vais pas me tromper, du Travail et de l'Immigration et de la francisation, je crois avoir presque ça, nous a fait en direct hier à la télévision une fantastique démonstration de deux choses. Le Québec ne contrôle pas son immigration, ne contrôle pas ses frontières. Ah oui, puis un troisième élément, c'est gênant. Quémander que, en fait, réaliser que plus de 90% des entrées irrégulières des demandeurs d'asile se font au Québec et de dire, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mettre fin à cette pratique? On n'a pas la capacité d'accueil, de francisation, de logement, d'accueillir dignement ces personnes. Est-ce qu'on ne pourrait pas les répartir? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un passage en Ontario? Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, à Ottawa, vous qui êtes ici étranger à ces questions-là, réaliser ce qui se passe? J'en ai fait une motion. J'ai vu le ministre, à le temps, là, venir à la télévision dire « Oui, il faut le faire. » J'étais content qu'il le fasse. Premier ministre, tout de suite après, là, j'ai dit « Il n'y a rien de plus haut, là. » Quelques heures après, nonchalamment, le premier ministre du Canada nous rappelle tristement c'est quoi être des provinciaux. C'est quoi être une province au même titre que l'île du Prince-Édouard, qui a moins de population que la ville de Longueuil. C'est une province. Puis nous, on accepte ça, là. Ah, bien peut-être que c'est plus facile à accepter si on se conforte dans le pouvoir qu'on a présentement, de dire, bien quand même, je gère un ministère, c'est pas mal, genre la moitié des pouvoirs que je devrais avoir, mais quand même, j'ai le titre. Je ne veux pas remettre ça en jeu, moi. Hey, j'ai vu les sondages. Le courage est de ce côté-ci de la Chambre, Madame la Présidente. Il serait tellement facile d'abandonner ces questions-là et de se dire, on va seulement dire ce que les gens veulent entendre. Mais est-ce que le Parti québécois est le canari dans la mine qui rappelle encore une fois, comme il le fait de façon invariable depuis 50 ans, que tous les indicateurs nous montrent que si ça continue, le recul du français à tous égards, ce sera le statut du Nouveau-Brunswick. Province bilingue où le premier ministre n'a même plus besoin de parler français pour se faire élire. Ou la Louisiane, où malgré
des efforts pour ressusciter la langue, la réanimer à travers l'œuvre musicale de Zachary Richard ou des fantastiques opérations faites par des jeunes pour relancer le français, ça demeure un caractère folklorique. Si on est véritablement sérieux, Madame la Présidente, sur le français, on pose les gestes qui comptent. Quand on regarde les courbes, on en a fait la démonstration dans notre document. C'est pas tellement compliqué. Si on ne fait rien, présentement, les taux de transfert des nouveaux arrivants sur 10 ans, 2021, c'est vers l'anglais à 45 %, en français à 55 %. Le bleu et le rouge. Notre objectif pour 2031, parce qu'on l'a chiffré, c'est l'anglais à 25 %, le français à 75 %. En bas de ça, le Québec va perdre, le Québec va reculer quant au français. On peut décider que ce n'est pas important, la langue. Que ce qui importe, c'est parler la lingua franca, parler l'anglais, puis on s'organisera bien, puis on sera heureux, puis on continuera dans le confort et dans l'indifférence d'avoir accès à nos possessions, et puis d'avoir nos fins de semaine, puis notre barbecue, et ce que Denis Arcand définissait en 1980 comme, justement, le confort et l'indifférence. On peut décider ça. On peut décider d'avoir une vie comme celle-là. Mais si on est dans le service public, si on décide de servir une nation, il faut être patriote. Puis pour le vrai, moi je le suis, Madame la Présidente. Mon engagement politique, indéfectible depuis 25 ans, témoigne, certes, comme tous les collègues, de beaucoup de renoncements, mais avec plusieurs couches supplémentaires lorsqu'on est indépendantiste. L'exigence est plus grande. Ce n'est pas la voie la plus facile, mais c'est la plus responsable. Et se trouvent des moments dans l'histoire d'un peuple qu'on ne peut pas soupçonner, qui peuvent arriver plus rapidement qu'on pense. Et quelle que soit la place qu'on occupe dans cette noble assemblée, on pourra jouer un rôle. À un moment où des personnes qui détournaient le regard ou l'oreille de ces grandes questions se diront « il y a peut-être de ça aussi, du collectif qu'il faut réhabiliter, de cette nation qui est fantastique, qui est un grand peuple, qui est capable de faire des choses magistrales dans tous les domaines, en culture, en sciences, dans les affaires, dans la littérature, dans le génie. » On est un peuple de géants, Madame la Présidente. Moi, j'en ai la conviction. On est un peuple de géants. Alors, le français, on le défend, on le promeut, on le valorise, on le magnifie de toutes les façons possibles. Le gouvernement avait l'occasion, avec le capital dont il dispose présentement, de poser les gestes pour aller plus loin. Si ma formation politique avait la popularité actuelle de cette formation politique, j'utiliserais ce capital pour en faire quelque chose qui va marquer l'histoire pour vrai. Puis marquer l'histoire, ce n'est pas adopter un projet de loi, courir chez le lieutenant-gouverneur pour se faire photographier en disant « Hey, avec mes collaborateurs, on a fait adopter ça. » Ça, c'est ridicule, Madame la Présidente. Ou c'est ridicule que d'accueillir la représentante de la reine avec les égards. Les convictions, ça commence quand? Je dis, si on ne pose pas de gestes, moi, je ne suis pas un sujet de la reine d'Angleterre. Puis je ne ferais pas plus un sujet de Charles quand il va être roi. Je peux vous le dire, mais je vais résister. Puis heureusement, on va changer potentiellement le serment. Ce n'est pas prématuré, je peux vous le dire. Il faut faire les choses. On ne peut pas se dire nationaliste dans un document, un nouveau document pour les nationalistes en 2015. Puis à chaque fois, c'est ma collègue de Joliette qui est obligée de rappeler ça à la ministre. Mais on dit, oui, mais on a une politique pour les francophones hors Québec. Je veux bien. Mais on peut-tu commencer par en avoir une pour nous? Qui se tient, qui rallie, qui n'est pas un objet étranger lorsque j'en parle à des collègues de l'opposition qui me disent, moi, je ne suis pas venu en politique pour le nationalisme. Il y a un ministre influent qui m'a dit ça il y a quelques semaines. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je suis venu. Si les libéraux avaient gagné, je serais allé avec les libéraux. Il se reconnaît. OK? Ça va se rendre à ses oreilles. Moi, je crois aux convictions, Madame la Présidente. Alors, le français, c'est important. Les cégeps en français, le gouvernement a dit non, il aurait pu le faire. Quand le premier ministre nous dit en début de mandat, j'ai rencontré Lucien Bouchard, qui est mon mentor. Il dit, le premier ministre Bouchard lui dit,
pas une parabole, mais un genre de conseil, lui dit, on dispose d'une réserve de courage dans un récipient ou dans... Bon, on dispose de ça au début, et parfois, il faut aller puiser dedans dans des moments clés. Bien, disons que ça serait un bon moment pour aller puiser dedans. Parce que ça va être durable. Moi, je veux, comme parlementaire, je ne suis pas au gouvernement, mais je veux contribuer à adopter la meilleure loi possible. Et elle se base sur la science, sur la mathématique, sur la démographie, sur les projections. C'est de la science, ça aussi. C'est pas idéologique. C'est pas pour se rendre populaire qu'on fait ça. On le fait parce que c'est nécessaire. Et ça, là, je pense ça indifféremment de tous les commentaires de certains radicaux exaltés de collège, qu'ils soient étudiants ou enseignants, qui nous disent, comme ils ont dit à Émilie Dubreuil de Radio-Canada dans un long reportage diffusé en fin de semaine, le français, c'est une langue de plouc d'un peuple de demeuré, je cite homo, et puis c'est pas important, c'est des racistes. Alors à ceux qui manifestent de l'étonnement présentement, là, vous retrouverez le texte. C'est exactement ce qui est écrit dedans. Changeons le mot québécois par d'autres termes, et c'est ce que la journaliste, en fait, c'est ce qu'un enseignant a fait. Est-ce que vous placeriez d'autres mots que québécois, d'autres peuples? Ah non, ça serait raciste. Bien, pourquoi le seul racisme, la seule intolérance qui serait acceptable, ce serait celle à l'égard des Québécois d'expression française, quelle que soit leur origine? Je n'en peux plus de cela. On est dans un système où on se fait la morale par un gouvernement fédéral qui bloque systématiquement les étudiants francophones d'Afrique. Systématiquement. C'est presque 100 % de refus. Pour les anglophones, welcome for business. On est dans ce système-là aussi. On demande l'assujettissement des entreprises à charte fédérale, que ce soit par exemple un chantier maritime, que ce soit une entreprise dans le domaine bancaire, par exemple, à la charte de la langue française. Bien sûr qu'ils disent non. Et là, le ministre nous dit, c'est pas grave, je vais l'écrire dans la loi. Ça ne change rien. C'est un effet de toge. C'est comme quelqu'un qui dit, on veut raconter quelque chose à quelqu'un, mais il se bouche les oreilles, c'est pas vrai, je n'ai pas entendu. C'est ça qui va arriver. Le ministre il me dit également que c'est un projet de loi historique parce que dans une partie de la Constitution qui appartient au Québec, il y a un avocat qui s'appelle Patrick Taillon qui a dit qu'on pourrait placer des mots tels un graffiti dans le document. Il y a 40 ans, là, on ne l'a pas signé, cette Constitution-là. Le premier ministre René Lévesque, hein, il faut s'en réclamer quand ça compte, tout le temps, pas à la carte. Il ne l'a pas signé pour le peuple du Québec. Parce que c'était indigne, ce qui s'est passé là. Alors nous, on va se dire, on va être heureux de la Constitution parce qu'ils disent qu'on est une nation. Moi, j'ai-tu besoin qu'ils me disent qu'on est dans une nation? Laissez-nous nous organiser, vous allez voir. Il y a bien du monde qui ont été cités tout à l'heure. J'entendais ma collègue de Québec solidaire qui s'occupe du dossier de la langue évoquer évidemment des gens qui ont été indépendantistes toute leur vie, qui n'ont jamais dévié, mais il y a juste Pierre Falardeau qui n'a pas été cité. Je comprends pourquoi. Lui, il ne posait pas de questions, de conditions à l'indépendance puis à la langue. Alors, je vais parler des cégeps, c'est non, c'est refusé. L'immigration, avec le critère de parler français à l'arrivée, non plus. Je veux dire, c'est pas contrôlé. Puis quand on fait de la demande à Ottawa d'avoir l'intégralité, par exemple, des reconstructions familiales, c'est pas le bon terme, vous l'avez bien compris, c'est non aussi. Ils n'en ont rien à cirer du Québec. Ils n'ont même pas besoin de ça. Ils se font élire. La majorité des députés québécois sont des libéraux fédéraux. Ils n'ont pas besoin. Même si la CAQ avait 125 sièges sur 125, ils ne vont pas plus céder. C'est une province. Acceptez votre sort. J'en ai 9 autres en passant, fait qu'allez vite, là. J'en ai d'autres avec qui parler. C'est ça la réalité de ce pays. Alors, c'est non pour ça aussi. Puis là, on a réalisé qu'il y a des choses qui ne tenaient plus dans la mouture initiale de la loi 101. Par exemple, en 1977, on a établi qu'il y avait des municipalités bilingues. Essentiellement, c'est les deux langues dans une publication municipale, dans l'embauche, dans la connaissance de la langue à l'écrit, à l'oral. Donc, ça se passe en anglais et en français. J'ai une municipalité comme celle-là, moi, dans ma circonscription, qui s'appelle Métis-sur-Mer,
qui d'ailleurs sera heureuse de l'entendre, qui a fait l'objet d'un magnifique roman de mon amie Claudine Bourbonne. C'est le moment où je voulais en parler. Il y en a beaucoup des municipalités comme celle-là au Québec. Et lorsqu'on a regardé les taux de francophones et d'anglophones, on a eu des surprises. D'abord, j'avais commencé à fouiller là-dedans et mystérieusement, le ministre l'a su. Et là, il a envoyé à un journal la liste des municipalités, suite à notre demande d'accès à l'information. Et il a dit, il s'en vient quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient. Puis le journaliste a titré, le ministre ou le gouvernement s'apprête à s'attaquer aux municipalités bilingues. On regardera ça. Savez-vous ce qui s'est passé? On l'a vu dans le projet de loi. Le projet de loi costaud, souvenez-vous-en. Costaud. C'est le ministre qui dit ça. Personne d'autre. Le ministre le dit. D'autres, je ne sais pas. Le ministre le dit. Vous pouvez être une municipalité avec moins de 10 d'anglophones. Prenons un cas réel. Otterburn Park, qui est dans la circonscription du ministre responsable à la langue. Magnifique municipalité de la Montérégie. Il y a entre 7 et 8 d'anglophones. La municipalité est bilingue. Est-ce que cette municipalité devrait continuer d'être bilingue, avec les exigences que ça comporte, que je vous ai évoquées, pour l'embauche, pour un bulletin municipal, pour la traduction des documents, etc.? Bien, oui, ça va rester pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une clause intéressante. On dit aux municipalités, quand la loi va être adoptée, là, quand le ministre va traverser chez le lieutenant-gouverneur pour se faire photographier, puis dire qu'il est heureux, puis que c'est historique, là, ce bout-là, là, vous me suivez, ils vont perdre ce statut-là. Mais ils se sont fait dire, si dans 3 mois, vous m'envoyez une résolution disant « on veut que ça reste pareil », ça va rester pareil. Écoutez pas les péquistes là-dessus, on va tout organiser ça. C'est décrit noir sur blanc dans la loi. Alors, toutes ces municipalités qui ont moins de 30 d'anglophones, Rosemère, Otterburn Park, plusieurs municipalités de l'Estrie, même TMR, Town of Montreal, pas tant d'anglophones que ça, tout va rester comme avant, comme au temps des libéraux. Ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qui reste dans le projet de loi? Bien, il reste des symboles. Le symbole de dire que, par exemple, on n'est pas satisfait d'une décision de la magistrature, notamment pour les juges bilingues, le cas de Saint-Jérôme. Le ministre en fait une bataille de droit qui, maintenant, se réfugie dans le projet de loi. Il le met dans le projet de loi. Il sait que ça va être contesté, qu'il n'y a à peu près aucune chance, mais il le fait pareil. Les entreprises à charte fédérale, c'est la même chose. L'interprétation que feront les juristes du fait qu'on a ajouté des mots dans la Constitution, même affaire. Et en plus, le ministre va à l'encontre d'une institution très importante, le directeur général des élections. Imaginez-vous, Madame la Présidente, que le directeur général des élections, au courant de ce qui va se passer dans le projet de loi, avertit très sérieusement le ministre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, de un, vous faites un projet de loi sur la langue et vous voulez changer unilatéralement le nom d'une circonscription, sans consultation de la Commission de la représentation électorale, sans la toponymie, sans délai, sans capacité pour les citoyens d'intervenir. Vous voulez faire ça, on vous dit, de grâce, ne le faites pas. Le directeur général des élections. Bien, ils l'ont fait. Pourquoi? On revient à ce qu'on a dit au début. Parce que le ministre, lui, a décidé, autoproclamé héritier de Camille Lorrain, que lui, ça allait s'appeler Camille Lorrain. Évidemment qu'on est d'accord. Mais vous savez quoi? Ça aurait pu attendre juste quelques semaines de plus, parce qu'après 2 élections, je pense que mes collègues le savent, à chaque 2 élections, la Commission de la représentation électorale, ce qu'elle fait, elle fait le tour du Québec avec une carte où elle regarde la population, puis elle essaie d'avoir des circonscriptions qui se ressemblent. Il y en a qui prennent plus de population, il y en a qui descendent, et là, elle va faire des propositions, puis c'est le moment de proposer, avec la toponymie, des changements. C'est déjà arrivé. Un exemple, la circonscription de Maurice-Richard, par exemple, ou la circonscription de Côte-du-Sud, qui s'appelait en partie Kamouraska-Témiscouata, puis Montmagny-Lila à l'époque. Ça commençait quand, Madame la Présidente? Probablement en novembre 2022. Mais non, c'était trop important de dire « c'est nous autres qui a fait ça ». Et là, ça nous place dans une situation épouvantable. On veut respecter l'institution du DGE. Moi, tant qu'à ça, j'aimerais ça changer le nom de mon comté, mais je ne le ferai pas.
Puis là, on veut respecter l'institution. Fait que vous dites, bien vous, OK, vous respectez l'institution, mais vous ne respectez pas le père de la loi 101. Mais vous êtes qui pour nous dire ça à nous? Il était un des nôtres dans notre famille politique. Je l'ai connu personnellement. Il me connaissait, moi. Je peux vous le dire. On a eu des échanges là-dessus. Mais il y a des limites à vouloir à tout prix donner des symboles. Le seul bénéficiaire de ça à court terme, c'est le député du comté qui dit, bien, c'est nous autres qui l'a fait. Encore une fois, c'est les œuvres qui parlent bien plus que les symboles. Ça, c'est le projet de loi qu'on a eu. Et là, il y a eu tout un débat sur des motions portant sur la capacité pour les étudiants anglophones de connaître le français. Il y a l'épreuve de français. Il y a d'avoir des cours en français. Et là, le Parti libéral, avec de la bonne volonté, je peux vous le dire, j'étais au projet de loi, bonne volonté qui avait commencé bien avant, notamment le député de Jacques Cartier, je ne vais pas me tromper, sur l'apprentissage gratuit du français, par exemple. Une excellente proposition. Puis ensuite, une capacité de vérifier que si vous passez à travers le système anglophone, bien, soyez capable de parler français parce que c'est un atout pour vous, pour travailler à Montréal, en autant que ce soit toujours possible de le faire. La communauté anglophone n'a pas aimé ça. En tout cas, une certaine frange de la communauté anglophone. Et certains exaltés, qui sont les mêmes, qui sont les descendants de ceux qui, en 1977, associaient René Lévesque et Camille Lorrain aux pires exactions du milieu des années 40 en Europe. Dire ça à René Lévesque, qui était un des premiers, comme journaliste, à se rendre dans les camps. Je m'arrête là, c'est tellement odieux la comparaison. On a eu ça dans les dernières semaines. Des gens qui ont dit, et là je défends le gouvernement du Québec quand je dis ça, je défends le gouvernement du Québec qui propose une loi qui s'appelle la loi 96 sur le français. Je vais lutter férocement pour condamner toute personne qui indique que ce projet de loi est un projet de loi raciste, en toutes circonstances. Je fais la même chose sur la loi 21. J'ai voté la loi 21. J'y ai contribué, j'ai participé, j'ai écrit un peu des éléments qui s'y retrouvent. Puis même si j'avais voté contre, c'est notre loi. C'est la loi de notre Parlement, de notre Assemblée nationale. Ça a de la force, ça. On a une responsabilité. Moi, j'ai eu l'immense privilège, quoique trop court, de siéger au Conseil des ministres, mais les discussions auxquelles j'ai participé, les décisions auxquelles j'ai participé, à vie, j'en suis solidaire. Vous allez entendre parfois d'anciens ministres un peu organiser l'histoire pour se mettre davantage à l'avantage. Je n'avais jamais vu ça de moi. On défend les décisions auxquelles on a prises. Si on n'est pas d'accord, on s'en va. Alors, les lois adoptées par l'Assemblée nationale, il ne faudrait jamais que quelqu'un dise « Oui, mais nous, on l'invaliderait. » L'invalider ou supporter son opposition peut dire « Je la changerais, j'amènerais d'autres éléments, je l'amenderais, ça va. » Mais il y a des formations politiques qui laissent planer ça. J'invaliderais la loi. Je l'appuierai. Si elle va devant les tribunaux, je vais l'appuyer. Ah oui? C'est dangereux, ça. Dangereux de penser. Alors là, j'ai parlé du projet de loi. Quelles étaient nos propositions? À travers les critiques que j'en fais, je vous ai parlé que nous, on aurait assujetti les collèges à la loi 101. On aurait fait en sorte aussi, de façon très directe, très claire, que toute entreprise qui ne se conforme pas aux exigences liées à la Charte de la langue française ne peut pas faire appel avec l'État. Autrement dit, ne peuvent pas contracter avec l'État, dans tous les domaines, que ce soit en informatique, que ce soit en entretien, que ce soit dans la fourniture de livres. Vous ne respectez pas le français, bien, vous ne faites pas affaire avec nous. Ça, c'est une belle façon, c'est l'argent qui parle. Ça, je trouve que c'est une belle mesure. Une autre mesure qui m'apparaît aller dans le sens de la valorisation du travail des députés est la suivante. Vous savez, Madame la Présidente, qui exige des cérémonies d'accueil des nouveaux arrivants, organisées par le gouvernement fédéral. Souvent, la manière que ça se passe, c'est qu'il y a un ou une juge dans une salle, il y a beaucoup de drapeaux canadiens, et puis là, on invite les personnes, on leur remet un certificat, on leur remet un drapeau canadien, on chante le Haut-Canada, puis on leur dit « Bravo, bienvenue au Canada », c'est comme ça que ça se passe, mais on ne fait pas de distinction que vous soyez à Montréal, à Vancouver, à Toronto, à Calgary ou à Halifax. C'est le même Canada. Puis après, plusieurs nouveaux arrivants découvrent « Oui, mais il y a comme un autre Canada. » Comme l'explique Ricardo Troggi dans un de ses films. Là, il y a un autre Canada qui, lui, est en français, qui a un autre Parlement, puis qui, souvent, a des valeurs différentes. Mais celui-là, il faudrait être capable de le présenter.
Alors, notre proposition, c'est que les députés de l'Assemblée nationale, qui le souhaitent, pourraient aussi tenir leur cérémonie, accueillir les nouveaux arrivants de leur circonscription, leur parler du Québec, une langue commune, le français, des valeurs importantes comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité des institutions, un portrait juste du Québec, pas quelque chose de partisan, quelque chose sur lequel on pourrait s'entendre, une présentation, par exemple. On leur remet un certificat, puis un drapeau. On n'a même pas besoin de chanter. Si vous êtes en voix, Madame la Présidente, libre à vous. Mais je trouve que ça serait important. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Il y a des activités d'accueil des nouveaux arrivants parfois. J'y vais, mais il y a des gens qu'on ne peut pas rencontrer. Alors, c'est une proposition que je fais. Il n'est pas trop tard pour la faire. Je la partage avec mes collègues. Il y a tout un chantier important aussi, Madame la Présidente, qui est le chantier de... On parle souvent de la protection du français, mais la promotion du français, l'amour du français, l'adhésion au français, je pense évidemment à la jeunesse québécoise. Cette langue, elle doit être une langue aimée, une langue usuelle, une langue quotidienne, une langue de prestige, une langue des promotions, une langue des réalisations, une langue du rayonnement, une langue qui impressionne, une langue de raffinement, une langue qu'on est fier de parler, une langue que les autres nous envient aussi. Je donnais l'exemple hier d'une série sur Netflix. D'ailleurs, un de mes souhaits, ça serait qu'on ait un bureau de promotion permanent des œuvres québécoises francophones sur les grandes plateformes comme Netflix, par exemple, ou Spotify. C'est une de nos propositions dans notre plan. Que nos œuvres s'y retrouvent pour qu'ailleurs dans le monde, on entende parler de nous, de notre culture, de notre accent. Ça se fait un peu avec l'humour, c'est commencé, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. La série duquel je voulais vous parler, c'est Emily in Paris, une des séries les plus écoutées sur Netflix. Qu'est-ce qui fait son originalité pour les Américains? C'est le côté français. Je pense que c'est Amy Watson qui est l'actrice qui joue dans cette série, qui est une Américaine, qui arrive à Paris, et c'est cette, comme disent les Français, ce French touch qui intéresse les Américains. Il y a de l'intérêt pour le français. Partout dans le monde, il y a des gens qui sont fascinés de nous entendre parler français. Ils devraient plus qu'être fascinés, ils devraient être impressionnés, puis ils devraient avoir peur à certains égards de l'importance que le français va prendre. Deuxième langue la plus apprise dans le monde présentement, comme langue secondaire. 500 millions de locuteurs dans le monde. En Afrique, ça explose le nombre de personnes qui parlent français, qui obtiennent des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats, des brevets, des prix Nobel. Il y a des Français sur les 5 continents. Ils sont de toute origine. Ils ont un parcours millénaire. Ils sont, oui, tantôt issus de peuples colonisateurs et d'autres de pays en voie de développement. Ils sont issus de toutes sortes de sensibilités, de toutes sortes de climats. Ils sont unis autour de la francophonie. Nous en sommes. Nous en sommes, puis nous avons un rôle à jouer là-dedans. Le Québec, pour moi, c'est une contribution unique à l'humanité. Rien de moins. Le Québec, sans le français, qu'est-ce qui nous distingue de l'Ontario? On aura des Tim Hortons, et puis on aimera le hockey, puis on partagera le même hiver. Mais à quoi bon? C'est la différence qui est intéressante. Le français, c'est un atout. Et le français, au Parti québécois, c'est la langue commune, c'est pas la langue unique. Que des citoyens puissent parler 1, 2, 3, 4, 5 langues, comme certains parlementaires ici, je l'encourage. Mais pour le Québec, la langue commune, c'est le français. La langue qu'on doit parler dans les écoles pour les nouveaux arrivants, dans les centres de la petite enfance, dans les cérémonies officielles, dans les communications de l'État avec les citoyens. C'est le français. Je veux dire, si on décide d'accommoder systématiquement les gens parce que sur 10 personnes, il y a une personne qui aimerait mieux qu'on parle en anglais, on n'y arrivera jamais. Alors, il y a ce chantier-là, puis il y a le chantier des jeunes, évidemment, qui valorisent beaucoup l'anglais, peut-être parce qu'ils considèrent que c'est une langue, comme on dit en anglais, plus cool. On le voit sur les réseaux sociaux. On l'entend dans les conversations. Là, il y a un chantier qu'on n'a pas pu aborder. C'est pas terminé. Si on avait une suite pour ce projet de loi, ce serait certainement là-dessus. Moi, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus. Alors, comment on fait en sorte que pour les jeunes, on leur dit le contraire de ce que des étudiants et étudiantes de John Abbott ont dit il y a quelques jours? Non. C'est pas une langue d'un peuple de plouc. C'est une grande langue.
C'est une langue pleine d'accents, pleine de subtilité, qui a été métissée par des termes autochtones, par des anglicismes savoureux, par des mots arrivés de partout dans le monde, qu'ils soient arrivés du grand Léopold Senghor au Sénégal, qu'ils soient arrivés des grands poètes d'Haïti, qu'ils soient arrivés de l'Académie française. Cette langue est incroyablement belle et forte. Juste ici à l'Assemblée nationale, cette langue s'exprime dans toutes sortes de déclinaisons avec des accents. C'est l'accent, par exemple, de la députée de Duplessis, une Cayenne d'Havre-Saint-Pierre. Vous l'entendez, elle parle un français très ancien, un français des Acadiens où on ne prononce pas le R parce que c'était pour s'opposer à la royauté. Pas tellement plus loin, vous entendez ce magnifique accent du député des Îles-de-la-Madeleine. Député des Îles-de-la-Madeleine qui est issu d'une tradition acadienne également. Et puis vous entendez des accents qui proviennent du Maghreb, qui est magnifique. Vous entendez un accent français qui vient de communautés qui sont ici depuis très longtemps. Notamment, je vois mon collègue de Darcy McGee qui parle un français impeccable, qui est un francophile depuis toujours et qui est issu d'une communauté anglophone qui respecte le français, qui le parle et qui est un agent de rapprochement. Et il est d'une très vieille tradition, la tradition millénaire du judaïsme, où le français a toujours été respecté, a toujours existé. On s'en est parlé récemment, que ce soit en Israël ou ailleurs. Et il y a ce français qu'on retrouve, évidemment, avec ces patois qu'on retrouve en Beauce, ou qu'on retrouve au Lac-Saint-Jean, ou en Abitibi. Puis il y a ces Montréalais qui roulent leur air. Et puis il y a les gens de Québec qui se demandent encore si c'est poteau, baleine. Puis tout ça, c'est merveilleux, Madame la Présidente. Ça se passe en français. Puis nos créateurs qui chantent en français, de les entendre sur les plus grandes scènes du monde, dire « je suis québécois ». J'ai vu, moi, des boxeurs dans des grands combats arriver avec un drapeau du Québec. L'émotion, je trouvais ça magnifique. J'ai vu des fêtes nationales où il y avait des gens de partout dans le monde qui ne venaient pas de familles qui étaient ici depuis 400 ans, qui étaient dans des familles qui étaient ici depuis 40 jours, avec le drapeau du Québec, participer à la fête nationale. Quelqu'un m'a demandé hier, c'est quoi être Québécois? Résider sur le territoire du Québec, vouloir être Québécois. Comme une liste d'envoi. À moins de se retirer soi-même, vous êtes là d'office. Et puis, si vous ne vous sentez pas québécois, bien, on a une responsabilité que vous le soyez. La langue y contribue pour beaucoup. L'accueil, qu'on est capable de faire correctement, les ressources qui sont à notre disposition pour bien franciser les gens, les intégrer en emploi, les intégrer avec un toit, créer un réseau autour d'eux. Pas toujours un réseau où on valorise un modèle multiculturaliste, je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on est grec qu'on devrait nécessairement habiter dans un quartier où il y a une majorité de Grecs. Même chose pour les Italiens, même chose pour d'autres communautés. Nous, on propose que 25 % de l'immigration soit en région. Ça fonctionne, l'immigration en région. L'intégration se fait bien. Ce n'est pas de l'assimilation, c'est de l'intégration. Les gens demeurent ce qu'ils sont, mais qui contribuent puissamment à notre enrichissement. D'abord culturel, humain, et aussi par le travail, aussi par leur présence. Donc, pour nous, la langue, c'est tout ça. C'est la culture aussi qui n'a pas été abordée dans le projet de loi. Je pense qu'il aurait fallu ce qu'on appelle un livre blanc sur la culture qui, jumelé avec la loi 96, aurait donné vraiment la pleine mesure de ce qui est important, c'est-à-dire la langue et la culture, c'est intimement lié. On a un projet de loi, le projet de loi 35, qui porte sur le statut de l'artiste. Si on avait eu plus de temps, disons qu'elle a été déposée tard, puis c'était pas prématuré, je pense qu'on aurait dû lier la culture et le français. Je crois aussi que dans la nouvelle dénomination du ministère, parce que le ministère va changer de nom, je crois que ça devrait être le ministère de la langue française et de l'immigration. Je pense qu'il faut lier les deux ensemble. C'est très important également. Il me reste encore un peu de temps, Madame la Présidente. Vous savez que je peux tenir longtemps sur ces questions-là. Il reste 20 minutes. Non, 10 minutes. Ça se pourrait que je fasse 20 minutes, mais si non, je dis 10 10 minutes, je ferai 10 minutes, vous savez que je vous écoute. Alors, ce projet de loi n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite, de nos espérances. Il se trouve que c'est ce gouvernement qui est au pouvoir, c'est lui qui prend les décisions. Je veux informer les gens qui nous écoutent, qui parfois ont l'impression qu'on a juste à parler plus fort pour on va marquer des points. Le gouvernement est majoritaire. Il est majoritaire depuis son élection. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il prend toutes les décisions.
J'ai rarement vu une décision où on dit « Ah, un député de l'opposition a dit ça » ou « Un groupe parlementaire a dit ça, puis on va reculer ». C'est jamais arrivé. À la marge pour des idées, mais pas sur les enjeux. Bon. Peut-être une question d'orgueil, mais c'est jamais arrivé. Puis on a même majoritaire. Donc la loi va être adoptée. Je veux dire ça au bénéfice de tout le monde. La loi va être adoptée. Parce que je ne pense pas que les gens qui en voulaient plus de nationalisme dans la langue en font une question de remettre leur siège en jeu. Je pense qu'ils vont se représenter parce qu'ils aiment être députés. C'est correct. Mais moi, au Parti québécois, parti de grande conviction, il y a déjà eu, sur la base d'une seule phrase, une dizaine de ministres qui ont démissionné. C'est une base à conviction. Donc, le projet de loi va être adopté. Le Parti libéral, au début, donnait l'impression qu'il allait voter en faveur. Je me souviens au début, ça nous va, c'est correct. Je pense que le gouvernement était déçu de dire « Non, on ne veut pas que les libéraux soient d'accord avec nous, c'est pas bon, c'est trop bas. Si les libéraux, non, c'est pas ce qu'on avait prévu. » Et avec le temps, avec les échanges, les gens de bonne volonté qui sont venus à la commission ont fait ça correctement, mais là, ça a choqué une partie de l'électorat anglophone, qui est un peu leur électorat, et là, ils ont reculé, puis ils vont voter contre. Donc, c'est acquis, je pense qu'ils l'ont dit clairement. Québec solidaire ont indiqué, par l'entremise de leur porte-parole, c'était lors de l'étude des crédits de la communauté anglophone, qu'ils allaient voter pour, mais cette semaine, ils ont fait une charge en disant qu'ils étaient solidaires, c'est le cas de le dire, de revendications pour que la langue ne s'applique pas aux nations autochtones. Puis là, lorsque j'ai écouté les nations autochtones, notamment parce qu'on ne peut pas imposer une langue coloniale qui est le français. Nouvelle pour tout le monde, l'anglais est une langue coloniale. Lord de Mountbatten, c'était pas tout à fait un missionnaire. C'était assez colonial, merci. Wolfe, c'était assez colonial, merci. Vous n'avez pas de cadeau. Alors, si les nations autochtones, et si une formation politique qui peut s'enorgueillir d'avoir fait beaucoup des nations autochtones, considère aujourd'hui qu'il faut éviter le français parce que c'est une langue coloniale et que vaut mieux vivre sur les territoires du Québec en anglais, j'ai de la difficulté à suivre. Puis quand certains poussent l'audace jusqu'à dire que c'est un génocide appréhendé, c'est tellement exagéré que je ne peux pas s'imaginer que la personne ne va pas s'amender d'abord. Alors, se retrouve maintenant le Parti québécois qui est devant une décision à prendre. Bien sûr, il y a certains éléments qui sont assez consensuels sur la modernisation de la loi, avec lesquels on est en accord, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dur de s'en souvenir. C'est tellement à la marge, je veux dire. Il y avait des occasions manquées. Et je sais que le ministre aimerait bien dire, bien, moi, j'ai un mandat, là, il y a l'élection qui s'en vient, puis j'ai un mandat qui n'existe plus de député du Parti québécois. Ça se dit souvent, ça, dans les cercles caquistes. Alors, il faut qu'on récupère les symboles. Commencer par la laïcité, puis on va y aller avec la langue, puis là, ils ne pourront plus rien dire sur la langue. Puis quand le ministre m'a dit, bien maintenant, c'est nous les héritiers, il m'a dit ça l'autre jour. Il dit, vous parlerez à la famille de Camille Lorrain. C'est drôle, je leur ai parlé cette semaine. J'ai lâché un coup de téléphone. Tu n'as pas tout à fait la même histoire. Et là, ils vont utiliser ça en disant, voici ce qu'on a fait pour la langue. Quelle que soit la décision qu'on va prendre quant au vote, je ne vais pas applaudir, parce que je suis déçu. Et là, ça va bien au-delà de mon rôle de député. Parce que sur la langue, c'est un cas à part. On a une grande peinture qui nous le rappelle quotidiennement, qui s'appelle « Le débat sur les langues ». C'est ce que l'architecte a choisi avec une œuvre d'illustrer. Le premier débat qui a divisé la Chambre ici, c'est le débat sur les langues. Ça transcende tout. Même quand l'indépendance du Québec sera plus éloignée, pour ses promoteurs comme moi, il restera la langue. Et vous ne pouvez pas vous imaginer les efforts et l'énergie et les convictions qu'on va placer dans nos interventions là-dessus. Parce que j'en ai d'autres à faire des interventions pour la suite du processus. Alors, pas de demi-mesure sur la langue. Pas de demi-mesure. Le ministre a déjà perdu. Il a perdu parce que ses collègues qui souhaitaient qu'il n'aille pas plus loin étaient majoritaires et plus influents que lui. Il a perdu parce qu'il n'a pas su convaincre son premier ministre d'aller plus loin, comme le fait Camille Lorrain. Il a perdu parce que personne d'autre que lui dit que c'est historique.
Il l'a perdu parce qu'il n'a pas l'élan qu'il souhaitait lui-même avoir, comme le premier ministre l'indique, comme étant le nationaliste d'avant-garde de la relève, comme s'il n'y en avait qu'un seul quand il le définit. On connaît d'autres nationalistes de l'autre côté, sincères et engagés, qui ne sont plus indépendantistes parce qu'ils ne peuvent plus le dire de l'autre côté, mais qui ont des convictions qui rejoignent les miennes. Beaucoup. Ça les fait vibrer la langue. C'est important pour eux. Beaucoup. Et on a besoin d'eux. Moi, j'aime qu'ils soient dans ce caucus parce qu'il arrivera d'autres choses sur la langue. Pas fini, là. Il y a une radicalisation. Il y a deux formations politiques qui veulent se créer sur l'unique base de défendre les anglophones de Montréal. Les anglophones, ceux à qui on a construit le CUSUM, ceux qui ont toutes leurs institutions, ceux qui ont leur vie culturelle qui est florissante et qu'on applaudit aussi. Cette communauté outragée, anglophone, où j'ai habité très longtemps d'ailleurs, non. Non. Le gouvernement a déposé un projet de loi légitime, mais il est aussi légitime de dire qu'ils ont raté une occasion historique. Et je n'irai pas jusqu'à dire que l'histoire jugera, mais on perd du temps. On perd des années où le français va continuer de régresser. Puis ça va revenir quand l'occasion de faire un exercice comme celui-là, où on avait de l'attention pour le faire? Le ministre nous dit qu'il faut se dépêcher à passer ça. J'ai d'autres projets de loi, là. J'ai la loi sur la réforme du droit de la famille et d'autres. C'est pas une loi comme les autres. Alors, au caucus du Parti québécois, on est bien embêtés. D'abord, on a été vraiment choqués sur l'hommage de Camille Lorrain. Ça va laisser des traces, ça, Mme la Présidente. Peut-être que le ministre considère qu'il trouvait ça très amusant de dire au premier ministre que, genre, ils ne parleront pas sa motion. Ça va laisser des traces, Mme la Présidente. Ça nous a heurtés beaucoup. De nous confisquer la possibilité de parler d'un des nôtres parce que le ministre décide qu'il n'y a pas de débat. On n'avait pas 5 minutes à accorder aux formations politiques pour parler du grand Camille Lorrain. C'est ça l'usage qu'on veut en faire? Non. Pas trop tard pour le ministre pour s'amender. Il y a mon numéro de téléphone, mais encore mieux qu'il le dise ici dans cette chambre. Vous savez quoi? La famille Lorrain va écouter aussi. En conclusion, parce qu'il me reste à peine 2 minutes 15. Madame la Présidente, le français est à la base de mon engagement politique. Je suis membre du Parti québécois depuis le 14 février 1994. Ma fiche n'a jamais été échue. J'ai milité dans toutes les fonctions possibles, de simple représentant jeune de comté jusqu'à chef parlementaire pendant 2 ans. J'ai été ministre, j'ai été leader parlementaire, j'ai été président de comté, mais j'ai toujours été un militant. Le titre le plus important, c'est celui de député. Il me permet de mon siège de me lever et de vous dire sans embâche ce que j'aimerais vous dire là-dessus. J'aimerais beaucoup que les députés du gouvernement, qui sont d'authentiques nationalistes, sincères, puissent avoir la liberté de dire exactement ce qu'ils pensent de la même façon si on leur permettait de le faire. Probablement qu'ils l'expriment en caucus. Qu'ils l'expriment auprès de moi, je peux vous le dire. C'est important. On aura des débats sur plein d'autres choses, et puis parfois on pourra être en désaccord, parfois dire que c'est ridicule, parfois dire que c'est une belle avancée. Mais ça, c'est pas pareil. C'est la langue, c'est notre vie quotidienne, c'est notre écosystème. Alors, le gouvernement, c'est finalement la clé de l'énigme. C'était pas un projet de loi costaud, c'était mollo. Et ça suffira pas à freiner l'exode du français. Alors, ça sera quoi le Parlement du Québec dans quelques années? On va défendre quoi? On va renoncer à débattre de ces questions-là parce que ça fait ringard, parce que c'est pas important, parce que c'est le bonheur personnel qui est important, l'acquisition des richesses, l'aboutissement de soi, le collectif, on va le renier. Ne fait-on pas partie d'un ensemble qui s'appelle une nation, qui est au Québec, où depuis 400 ans, on parle français? Ces choses sont encore importantes pour moi, Madame la Présidente. Et je suis venu vous les dire aujourd'hui, ainsi qu'à mes collègues. Je suis venu dire que tant que de valeureux indépendantistes seront dans cette Chambre, on parlera de ces questions-là. Lorsqu'on ne sera plus là, ce sera la fin de quelque chose. Mais soyez assurés que nous allons tout faire pour que ça n'arrive jamais. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député.